Merci, amis téléspectateurs de Amani TV. Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons accueillir Fatou Khouma. Elle est la présidente fondatrice de Talk to Me. Donc, Fatou Khouma, bonjour. Bonjour, Abdoulaye. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Fatou Khouma est, je le disais, fondatrice de Talk to Me. Elle fait dans l'écoute, le coaching. Mais elle est psychologue en formation, elle est communicante et à partir de toutes ces activités, Fatou veut en tout cas participer à lever en tout cas les difficultés liées surtout à la santé mentale et justement c'est la raison pour laquelle elle est là avec nous. Déjà, on vous laissera peut-être le soin de vous présenter un peu pour nous en dire un peu plus sur vous. Merci Abdoulaye, merci pour l'invitation. Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Fatou Khouma, communicante de base, psychologue en formation, donc j'ai repris mes études depuis 2023 et présidente fondatrice de l'association Talk to Me qui existe depuis 2022 mais qui a commencé officiellement ses activités en septembre 2023. Donc Talk to Me, Parle-moi, Waxalakman en Wolof, c'est une association qui œuvre pour le bien-être mental des populations, notamment celles qui sont en situation défavorisée. Alors pourquoi celles qui sont en situation défavorisée? Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai vécu une période dépressive, que la séance d'une heure chez le psychologue coûte à partir de 20 000, 25 000, 30 000 francs l'une heure. Et on vit dans un pays où 2 tiers de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui veut dire que ces 2 tiers de la population-là sont exclus de la psychologie, sont exclus de la santé mentale. Moi, je me suis dit que je vais mettre en place quelque chose pour pouvoir les inclure, on va dire, dans cette santé mentale-là, afin qu'ils aient accès à ces soins psychologiques-là, parce que selon l'OMS, la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc, on ne peut pas exclure la santé mentale dans la santé. Alors déjà, merci pour ces explications, surtout concernant Talk to Me. On en parle justement. Déjà, je vois mettre à côté du logo « Parce que la confidence noie la douleur ». Qu'est-ce qui explique ce choix? Ça, c'est le slogan de Talk to Me. Alors, parce que la confidence noie la douleur, qui est tiré du livre Une si longue lettre de Maria Maba, que j'adore par ailleurs. Donc, on est dans une société où le problème majeur que nous avons, c'est que les gens ne s'expriment pas. Les gens ne s'expriment pas pour plusieurs raisons et la raison la plus évidente, on va dire, c'est qu'on n'a pas une oreille attentive pour nous écouter. On a peur qu'on divulgue après nos problèmes sur la place publique. Donc, nous, notre activité phare, c'est de se dire qu'on va essayer de mettre en place des cadres pour permettre aux gens de s'exprimer librement sans être jugés. Parce que la confidence noie la douleur, parce que parfois il suffit juste de parler de ces problèmes, d'être écouté, d'être entendu pour que ces problèmes-là soient résolus. On n'a pas besoin parfois même d'aller voir un spécialiste, on a juste besoin de se vider en fait. On a juste besoin de se vider. C'est peut-être ce qui explique cette phrase, parce que la confidence noie la douleur. Absolument. Et ça renvoie à une si longue lettre de Maria Maba. Sinon, pour en revenir à l'initiative, comment est-ce qu'elle a été accueillie quand vous avez lancé Talk to Me, les débuts jusqu'à présent? Comment est-ce que cela a été accueilli? Alors, je dirais bien, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que... Parce que bon, on est dans une société où quand tu poses ce genre d'initiative, quand même, on a envie de savoir comment... Absolument, absolument. Enfin, c'est déjà tabou. Peut-être c'est ça le problème. Parce que l'activité phare qu'on avait, c'était d'organiser des séances groupées avec des psychologues, des coachs en sport, pour accompagner des gens qui en avaient besoin. Et je me suis rendu compte, quand on a fait cette première activité-là, que c'était un tout petit peu, on va dire, prématuré pour la société sénégalaise. On n'était pas encore prêt à être face à un psychologue, à parler et tout. C'est la raison pour laquelle on a revu notre manière de faire. On est parti dans tout ce qui est sensibilisation, lever le tabou, lever les stigmas liés à la santé mentale. C'est la raison pour laquelle actuellement on fait beaucoup de contenu, plus pour dire que ce n'est pas un tabou.
pour préparer les populations sur le fait que ce n'est pas du tout mal d'aller voir un psychologue quand on en a envie. Ce n'est pas du tout mal de dire que je ne vais pas bien. Ce n'est pas du tout mal de montrer sa vulnérabilité en fait. Donc on a revu ça, quand bien même qu'on fait toujours ça à côté, mais nos cœurs de métier actuellement vraiment c'est sensibiliser, en parler dans les zones reculées, dans les vidéos que nous faisons, dans les podcasts que nous faisons. C'est vraiment de lever le tabou. Briser ce tabou-là qu'il y a autour de la santé mentale pour montrer que ce n'est absolument rien. C'est comme une fracture à la jambe qu'on ne peut pas cacher, donc voilà, ce n'est absolument rien. Et justement, dans ce cadre-là, toujours de la santé mentale, vous parlez aussi d'une pétition, vous en êtes l'initiatrice, c'est ça? Absolument. Alors, que vise cette pétition justement et quelle est sa portée selon vous? Alors, on a lancé un trimestre de la santé mentale depuis le 18 septembre, donc qui va aller jusqu'au 15 décembre, dans l'optique de porter un plaidoyer. Le plaidoyer, c'est inclure la santé mentale dans les politiques publiques. Nous avons vu que dans tous les programmes qui sont mis en place venant de l'État, il n'y a nulle part où on parle de la santé mentale. Et tout à l'heure, j'en ai parlé de l'inaccessibilité de ces soins-là, du manque de professionnels qui est là, du manque de structure qui est là. Donc les gens n'ont pas du tout accès à tous ces soins-là. Ce que nous voulons, ce que nous demandons à l'État, c'est de réserver ne serait-ce qu'une petite partie de leur budget à la santé mentale pour permettre aux structures qui sont là de pouvoir aider la population, pour permettre aux psychologues, aux spécialistes qui sont là de pouvoir réduire leurs tarifs avec les subventions peut-être qu'ils pourront faire. Nous, tout ce que nous demandons, c'est que la santé mentale, au même titre que la santé physique, soit inclue dans les politiques publiques. C'est pour ça qu'on a lancé cette pétition depuis septembre. Alors, et là, peut-être on n'est pas encore à l'étape résultat, mais puisque vous suivez un peu la progression, que pouvez-vous nous en dire? Oui, elle a été très bien accueillie, cette pétition. Comme je le dis, moi je suis tout le temps, on va dire, dépassée par le besoin qu'il y a, on va dire, plus j'avance avec Talk2Me, plus je me rends compte qu'en fait, on ne mesure même pas le besoin que les gens ont actuellement en fait, de s'exprimer, de parler, de voir un psychologue. La journée que nous avons organisée le 10 pour des consultations gratuites pour que les gens puissent voir des psychologues, on n'a pas pu prendre tout le monde tellement que nous, la demande nous a dépassé en fait. Ça montre que le besoin est là. Et la pétition, nous visons 1000 et en presque une semaine, on a eu 700, 750. Ça montre que les gens sont intéressés. Malheureusement, il n'y a pas assez d'accompagnement dans ce sens-là, mais ils en ont besoin. C'est juste qu'un tabou est encore là pour les empêcher d'en parler, mais ils en ont besoin. Alors, mais au-delà peut-être de l'aspect tabou, de l'aspect stigma, on parle aussi de l'accès même aux psychologues. On parle aussi de la facturation qui parfois est un peu difficile à atteindre pour certains à ce niveau. Quel commentaire pouvez-vous faire? Alors, il n'y a pas assez de psychologues, comme tu viens de le dire. Je pense que les derniers statistiques disaient que c'était 33 au Sénégal. Et sur les 33, la plupart sont basés à Dakar, donc dans les zones urbaines. Ça veut dire que les zones reculées, il n'y a même pas de psychologues là-bas. Ça, c'est un manque assez criard quand même. C'est énorme, en fait. Et tous ces psychologues-là, dis-toi qu'ils n'ont quasiment pas faire leurs études au Sénégal. Donc, parce qu'on a réouvert la faculté de psychologie en 2020. Donc, ces psychologues-là sont partis étudier à l'extérieur ou bien en ligne. Donc, on ne peut pas leur en vouloir parfois de mettre certains tarifs. Parce que il n'y a pas de subvention. Tu vas aller faire tes études à l'étranger, tu payes cher, tu reviens, tu ouvres ton cabinet, il n'y a personne pour t'aider, on peut les comprendre. C'est pour ça qu'il faut que l'État y mette sa main pour pouvoir réencadrer ce métier-là. Parce que déjà, tellement que le besoin est là, tu vas voir des gens s'autoproclamer psychologue, coach ou n'importe quoi parce que les gens ont juste, le besoin est là. Et la nature a horreur du vide, donc il y a des gens qui vont s'autoproclamer spécialistes pour parler alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent en fait. Donc c'est ça qui est dommage, il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas assez de spécialistes qui sont là au Sénégal pour accompagner la population. Je ne parle pas des conseillers qui doivent être dans les écoles, dans les hôpitaux, dans chaque structure que tu prends, dans chaque
on va dire, domaine que tu vas prendre, il doit y avoir un accompagnant sur la partie psychologique et on n'a pas encore ça au Sénégal. Alors, on va revenir un peu sur Talk to Me et les activités que vous menez. Tout à l'heure, vous avez évoqué des séances où vous permettez aux gens, vous donnez en tout cas l'occasion aux gens de s'exprimer. Est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes qui vous marquent vraiment lors de ces activités ou peut-être que vous souhaiteriez peut-être partager avec nous? Ah oui, il y a beaucoup d'anecdotes. En fait, parfois, tu te dis que la personne avait juste besoin. On vient, on se pose, on dit, on va juste discuter. Il y aura des gens qui vont te dire, moi, je n'ai rien à dire. Je suis juste venue écouter. Et la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui ont les plus grands problèmes du monde. Et ça fait toujours, je ne vais pas dire plaisir, mais du bien de voir que ces personnes-là, à la sortie de ces séances-là, vont t'appeler après ou bien vont t'écrire après pour te dire que ça m'a fait du bien de parler. Je ne savais pas que j'emmagasinais tous ces problèmes-là en moi. J'essayais, on va dire, en quelque sorte de les cacher ou bien de vivre avec alors que c'était un poids. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Les gens accumulent. Un jour, ils vont exploser. Ça va dégénérer. Ils vont se dire, comme on a l'habitude de dire dans nos pays, il a changé. Maintenant, il a beaucoup de comportements. C'est une personne versatile, etc. et tout. Alors que tout simplement, c'était une personne qui en avait trop sur elle-même. Et des anecdotes, j'en ai beaucoup. Parfois, on est même dépassé, on va dire. Moi, je suis psychologue en formation. Dans la plupart de nos séances, on fait intervenir de vrais spécialistes qui sont vraiment habilités, on va dire, à faire le suivi avec ces personnes-là. Donc, voilà, c'est en quelque sorte ça. Alors, et tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez évoqué peut-être les personnes qui sont dans des situations, en tout cas, des personnes défavorisées. Mais il y a les personnes qui souffrent de santé mentale, les personnes qui vraiment souffrent de santé mentale et cette souffrance peut-être est plus manifeste que comparée en tout cas à d'autres qui peut-être parviennent à vivre avec. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qui peut se faire ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement pour ces gens-là? Alors nous, ce que nous faisons, c'est plus pour la partie, on va dire, prévention. Parce que les gens, on va dire, qui ont déjà perdu la tête, qui ont des problèmes, on va dire des déséquilibres mentaux manifestes, on va les prendre en charge. C'est la raison pour laquelle quand tu parles de santé mentale, quand tu parles de psychologie, les gens font plus la corrélation avec la psychiatrie alors que ça n'a rien à voir. Donc déjà, c'est quoi la différence pour Alors la différence, c'est qu'une personne qui est internée, c'est une personne qui a vraiment perdu la raison. Maintenant, avant d'arriver à ce stade-là, la personne va passer par plusieurs étapes. C'est comme quand on parle de dépression, c'est, on va dire, l'étape finale de la déprime. La personne va passer par des changements d'humeur, des déprimes, etc. et tout. Donc, si on lui vient en aide très tôt, on peut l'aider à ne pas arriver à cette étape de dépression-là. C'est la même chose. Donc, pour les personnes qui souffrent de maladies, on va dire psychiatriques, qui sont internées, etc. et tout, si on les prenait très tôt en charge, peut-être qu'ils n'arriveraient pas à ce stade-là. Et c'est pour ça que nous militons plus pour la partie prévention. La partie prévention pour dire il faut qu'on se lève tôt parce que c'est encore plus compliqué de gérer une personne vraiment qui est à ce stade-là qu'une personne qui est dans un stade de on peut lui venir en aide. Donc nous sommes dans cette partie prévention-là. C'est vrai qu'il y a d'autres structures qui prennent en charge ces personnes-là, mais nous sommes vraiment focus sur la partie prévention, lever le tabou, parlons-en, aller voir des psychologues si besoin, s'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous stresse, etc. Alors, et dans un contexte, Fatou, où il y a les réseaux sociaux qui, en tout cas, peut-être peuvent amplifier certaines difficultés, mais de notre côté aussi, on voit des groupes, des anneaux qui se font, où les gens, quand même, s'expriment. En tant que psychologue en formation, quelle est votre lecture? Alors, ma lecture par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est un couteau à double tranchant, comme on a l'habitude de dire. C'est vrai que ça aide, mais pas tellement que ça, surtout côté santé mentale. Les anneaux dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que là-bas, on ne peut pas trouver une aide adéquate. Tu lances un post sur Facebook, par exemple. Tout le monde se permet de commenter. Tout le monde se permet de commenter. Tu dis, j'ai envie de me suicider, tu vas venir quelqu'un te dire, en tout cas, je ne vais pas prier pour toi.
parce que quelqu'un qui se suicide, alors que la personne n'a pas vraiment besoin d'entendre ça. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, on n'a pas cet encadrement-là. On n'a pas la possibilité de limiter ce que les gens peuvent dire. C'est la raison pour laquelle c'est très dangereux. En tout cas, moi, je ne le conseille pas aux personnes qui ne vont pas bien d'aller là-bas, exposer ça là-bas, parce que c'est on va dire, c'est la rue en fait. Chacun dit ce qu'il veut, sans pour autant mesurer réellement les conséquences qui sont derrière. Il y a des spécialistes qui sont là, quand bien même ils ne sont pas nombreux, mais il y a un accompagnement qui peut se faire. Que ces personnes-là qui souffrent s'approchent de ces spécialistes, s'approchent des structures qui peuvent prendre en charge leurs problèmes, mais ne pas aller sur les réseaux sociaux pour divulguer ça. Parce que c'est vraiment la rue, en fait. Tout le monde dit ce qu'il veut et ne mesure même pas la portée de ces dires. Alors, et on reste toujours sur cette lancée avec les réseaux sociaux. On voit également plusieurs initiatives qui visent souvent à sensibiliser des coachs, en tout cas, qui informent, qui sensibilisent. Peut-être que vous aussi, vous en faites partie. Aujourd'hui, pour un simple consommateur, quels sont les conseils peut-être pour distinguer les coachs qu'il faut suivre, d'autres que vous avez évoqués tout à l'heure qu'il ne faudrait peut-être pas suivre? Alors, ça va être compliqué parce qu'une personne en détresse ne voit rien d'autre, on va dire, qu'une solution en fait. Donc si aujourd'hui moi je suis un profane mais que j'adore parler de santé mentale, donc je me mets sur internet juste pour parler de ça sans pour autant avoir les informations nécessaires, la personne qui va entrer sur ma page ou bien mon profil va voir ça, va se dire ah bah tiens, moi je suis en situation de détresse, elle pourra m'aider. Alors que non, il y a plusieurs personnes qui enfoncent même des gens au lieu de les aider. Nous, on reçoit plusieurs personnes qui ont été victimes de coachs ou bien de personnes qui étaient censées les aider. Donc ça va être un peu compliqué de le demander à la personne qui est en situation de détresse parce que cette personne-là n'est pas vraiment, on va dire, lucide au point de dire je vais suivre telle, je ne vais pas suivre telle personne. Par chance, peut-être elle peut tomber sur une personne qui s'y connaît, qui est bien et tout. Par malchance aussi, elle peut tomber sur une personne vraiment qui est là que pour faire, on va dire, pour se faire un nom. Et c'est ça le danger. Peut-être même, si je devais en parler, je devais parler à ces personnes-là qui font ça. On parle de santé mentale, on parle d'un sujet très sensible. Qui met en jeu, on va dire, la santé mentale de la personne. Donc, on ne doit pas en parler si on ne s'y connaît pas. On doit au contraire s'approcher des spécialistes, aller étudier, aller s'informer pour être habilité à parler de ça. Déjà, on est confronté à un problème lié à un tabou, des gens qui refusent d'aller voir des psychologues, qui refusent d'en parler, tout simplement parce qu'il y a tous ces problèmes-là qui tournent autour. C'est à eux, à ces personnes-là de nous faciliter la tâche et de ne pas parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Alors, Fatou, on vit dans une société où souvent les troubles mentaux sont associés à des considérations, disons, traditionnelles ou encore mystiques. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour sensibiliser? Comment vous faites en fait? Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'une psychologie, on va dire, occidentale. Nous avons des réalités culturelles. Quand tu vas voir les Lébous, ils ont leur ndep. Est-ce que moi, je peux aller voir les Lébous pour leur dire arrêtez les ndep que vous faites et allez voir des psychologues? Personne ne va m'entendre, personne ne va m'écouter. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on adapte la psychologie à nos réalités culturelles. C'est-à-dire adapter comment? Adapter, c'est-à-dire aller voir comment se fait le concept du ndep. On va te dire que la personne qui va entrer en transe lors du ndep se libère du djinn, etc. et tout. Essayez de voir. Et il nous faut par exemple une psychologie sociale, faire vraiment des études là-dessus, essayer de voir comment le concept, je donne l'exemple du ndep, comment le concept du ndep est pensé, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qu'on fait. Il y a forcément des causes psychologiques derrière. Et comment maintenant la psychologie va venir épouser ce concept-là. Et ne pas leur dire, vous venez épouser la psychologie en fait. Ça ne va jamais marcher. Tu vas aller le faire chez les Lébous, tu vas aller le faire chez les Sérères, chez les Toucouleurs, chez les Djola. Chaque ethnie a sa manière de gérer ces problèmes-là. On les appelle les théories naïves qui existent depuis l'Antiquité. Dans toutes théories naïves. Théories naïves, c'est-à-dire ce sont des
des explications que nos ancêtres ont données à tous ces phénomènes-là, qu'ils ne pouvaient pas s'expliquer. Ils vont te dire que la personne est hantée, la personne défait d'un rap, de la personne, mais justement, etc. quand, par exemple, il y a cette connotation, bon, quand on parle de théorie naïve, si je vous reprends par exemple, et qu'après on invite à une approche épistémologique, je veux dire scientifique de ce fait social, comment est-ce que vous pourriez concilier peut-être cela? Alors, tout dépend de comment on communique dessus. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais des séances, etc. et tout, je viens, comme j'ai l'habitude de faire, sans idée, sans rien. Je viens juste observer. J'observe comment la personne se conduit. J'observe comment la personne essaie de gérer certains problèmes de la vie. C'est comme si aujourd'hui, je donne un exemple, on va dire un peu terre à terre. Je viens, je te vois, je sais que tu as besoin, on va dire, de 50 francs. Au lieu de te dire que non, écoute, allez, va travailler, etc., etc. et tout, je fais de telle sorte de te montrer que si tu fais ça, tu auras 50 francs rapidement, ou bien en tout cas, voilà, de manière honnête, etc. Et tout. Et c'est la même chose. Tu vas aller voir ces gens-là, tu vas voir comment ils sont. C'est pour ça qu'il nous faut cette psychologie sociale-là, une étude vraiment de la société sénégalaise, de la psychologie de la société sénégalaise, des différentes cultures que nous avons. Comment ces sociétés sont organisées? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour gérer leurs problèmes psychologiques? Après, tu fais la corrélation avec, comme tu disais tout à l'heure, tu apportes une approche épistémologique. Une personne comme Hippocrate l'a fait à l'Antiquité. Donc, il est venu, il a trouvé des théories naïves. Il s'est dit, ça, ce sont des explications qui ne sont pas fondées. Et il y a forcément une cause médicale derrière tout ce qu'ils sont en train de dire. Il est venu avec des théories qu'on appelle la théorie humorale d'Hippocrate. Et depuis lors, la science ne cesse d'évoluer depuis ces théories humorales-là. C'est la même chose qu'on doit faire dans nos sociétés. Ils l'ont fait dans leur pays. Nous aussi, on doit faire la même chose. Essayer de mettre en place des théories qui nous permettent d'expliquer les causes psychologiques de ces mots-là, afin d'y apporter des solutions. Et Fatou, quand on vous entend parler de ces faits, il y a de la matière, il y a une certaine passion que vous dégagez. D'où est-ce que vous est venue en tout cas cette passion pour la psychologie? Alors sincèrement, c'est vrai, j'ai toujours adoré le contact humain, l'être humain, etc. et tout, mais je ne m'étais jamais intéressée à tout ce qui était psychologie, etc. et tout, jusqu'à ce que je souffre de dépression. Moi, j'ai une chose auquel je crois, enfin à laquelle, c'est qu'on ne doit pas parler d'une chose si on ne maîtrise pas ça. La raison pour laquelle, quand j'ai décidé de m'aventurer en créant Talk to Me, je me suis dit, il me faut, on va dire, des bagages intellectuels pour être légitime d'en parler. Il me faut aller me ressourcer. Comment faire? J'ai été obligée de retourner à l'université, de faire des cours en psychologie, de faire des masters en ligne, etc. et tout, pour être vraiment légitime. Pour moi, c'est moi, être légitime de parler de psychologie. Pouvoir expliquer à la personne, ça vient de là, ça a quitté là, voilà, voici les processus d'évolution, voici les étapes, etc. et tout. Pour chaque spécialité, chaque maladie, être en mesure de dire c'est comme ça que ça se traite, c'est comme ça que ça se fait, etc. et tout. Et oui, enfin, ajouter au fait que j'adore le contact humain, voilà. Donc, j'ai envie de dire que le cerveau est passionnant. J'ai trouvé aussi une passion pour le cerveau, et voilà, c'est ça. En tout cas, félicitations pour toutes les réalisations, déjà pour Talk to Me et les différentes activités. Peut-être on va rester sur ces activités un peu. On vous voit souvent, vous avez parlé tantôt du trimestre de la santé mentale. À quoi consiste justement cette activité et quels sont peut-être les résultats que vous attendez concrètement? Alors, le trimestre de la santé mentale vient, on va dire, pour célébrer les 1 an d'activité de Talk to Me. Pendant 1 an, on a fait des activités de sensibilisation. On est descendu sur le terrain. On est parti dans des zones reculées pour parler de santé mentale. On a fait des campagnes digitales pour parler de santé mentale. Il fallait qu'après ces 1 an-là, on se dise concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on ne va pas passer toute notre vie à sensibiliser, communiquer. Il nous faut poser des actions concrètes. Et c'est là que le trimestre de la santé mentale est, on va dire, est venu. Et l'idée, c'est vraiment de porter le plaidoyer. On est légitime pour dire que pendant 1 an, on est descendu sur le terrain. On parlait de santé mentale à des gens. Le besoin est là, les gens souffrent.
Maintenant, il faut que l'État fasse quelque chose. Nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose à part sensibiliser, en parler, faire de telle sorte que le maximum de personnes possibles en entendent parler, faire de telle sorte que ce tabou-là soit brisé. Ça, on peut le faire à notre niveau. Mais si on veut impacter plus, il nous faut un accompagnement. Et cet accompagnement-là doit venir de l'État. C'est pour ça qu'on porte ce plaidoyer-là. Donc, pour concrétiser un an d'activité. Donc un plaidoyer qui demande à l'État d'inclure la santé mentale dans les politiques publiques. L'objectif visé, c'est vraiment que l'État le fasse. Et avec la pétition que nous avons lancée, nous comptons déposer ça au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la primature, pour que le Premier ministre, le ministre de la Santé puisse nous entendre, nous écouter et savoir que nous avons fait ça et nous voulons qu'il nous aide un tout petit peu à pouvoir en faire plus, à pouvoir impacter plus, à faire de telle sorte que d'ici 10 ans, qu'il y ait assez de structures, assez de spécialistes dans nos pays pour que les gens qui vont venir, les jeunes qui vont venir après n'aient pas honte de dire je vais voir un psychologue. Que les jeunes qui viendront après n'aient pas honte de dire j'irai voir un psychologue. On espère en tout cas que vous ferez partie de ces psychologues, puisque justement vous êtes en formation actuellement. C'était vraiment un plaisir, c'était agréable de discuter avec vous de santé mentale, déjà qu'on est en octobre. Déjà le 10 octobre, on parle de journée internationale de la santé mentale. Oui. Oui, alors le 10 octobre, jeudi, c'était la journée internationale de la santé mentale. Donc une journée consacrée à tout ce qui est bien-être mental. Alors le retard que la santé mentale a dans nos pays, c'est pas que dans nos pays, on va dire c'est dans le monde entier. D'ailleurs, l'OMS l'a reconnu en tant que, on va dire, aspect intégrant de la santé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand ils ont vu que les militaires qui faisaient partie de la guerre venaient avec des post-traumatiques, etc. et tout, ils ont jugé nécessaire, on va dire, d'inclure la santé mentale dans ça. Et ça, c'est tout récent. Donc, c'est vers 1946. Donc, c'est tout récent. Et ce retard-là, donc, est mondial. Et depuis qu'ils ont intégré ça, donc il y a cette journée de la santé mentale là où tous les acteurs, on va dire, qui évoluent dans ce domaine-là, essaient d'en parler, essaient de sensibiliser dessus. Et nous, le Sénégal, on est un tout petit peu en retard par rapport à la santé mentale. On essaie de faire quelque chose de notre côté. Nous, Toctomi, on a organisé avec le consortium Jeunesse Sénégal et le RENPES une journée de consultation gratuite avec des jeunes. Enfin, il n'y avait même plus que des jeunes. Donc, une demande qui nous a dépassé. Et l'après-midi, on avait un panel sur la pression sociale, l'impact de cette pression sociale-là sur la santé mentale de l'individu, animé par des jeunes, animé par des ambassadeurs que nous formons. Donc, nous avons lancé parce que pour un changement de mentalité, on ne peut pas compter trop sur la vieille génération, ça c'est sûr, mais on peut compter sur la jeune génération. Donc les jeunes, on essaie de les former sur les premiers secours en santé mentale, sur le plaidoyer, sur comment en parler, sur comment communiquer dessus dans leur communauté. On essaie de voir des jeunes, de prendre des jeunes dans diverses communautés, les former, les sensibiliser, afin que s'ils retournent dans leur communauté, qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent sensibiliser leur population sur l'importance de la santé mentale et avec une certaine légitimité parce qu'ils auront certains bagages en main qu'on va leur donner lors de cette formation-là. Et la majeure partie de nos activités de ce trimestre-là, ce sont ces jeunes-là qui les animent, qui sont vraiment au devant de la scène et qui font toutes ces activités-là. Et qui font toutes ces activités, bien sûr avec votre soutien, avec votre formation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Fatou. Merci, Abdoulaye. Plaisir partagé. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Amani TV. Nous sommes au terme de cette émission et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.